Si vous saviez comme j'ai hâte. Liberté! Égalité! Nique ta mère! Le film Case départ s'ouvre sur une scène troublante. Deux hommes pleurnichards, à l'apparence moderne, sont vendus aux enchères. Enchaînés par le cou, tout rappelle un marché d'esclaves hors du temps, avant que le récit ne remonte à l'origine de leur histoire. L'intrigue se concentre sur deux demi-frères en conflit, Régis et Joël Gros-Désir, originaires des Antilles, dont les vies ont pris des directions opposées. Joël, un homme noir, sort tout juste de prison après avoir volé le sac d'une femme âgée. Il vit désormais chez sa mère, avec sa fille de 9 ans. Chroniquement sans emploi, il attribue tous ses échecs au racisme, notamment son incapacité à trouver du travail, sans jamais réellement chercher à changer sa situation. À l'inverse, Régis, métis, mène une vie stable. Marié à une femme blanche et père lui aussi d'une fillette de 9 ans, il vit dans une ville aisée et s'est parfaitement intégré à la haute société locale. Employé à la mairie, il occupe le poste d'assistant du maire, incarnation d'une réussite que son frère n'a jamais atteinte. Un jour, Régis reçoit un appel de son oncle. Leur père est mourant et souhaite voir tous ses enfants une dernière fois. Régis reste indifférent. Ce père absent n'a jamais été là durant son enfance, et il ne voit aucune raison de lui rendre visite. Mais lors d'un dîner familial, sa femme le pousse à y aller, allant jusqu'à le menacer d'infidélité s'il refuse. Acculé, Régis finit par céder. Le lendemain, il prend un avion pour retourner dans sa ville natale. À l'aéroport, il tombe sur Joël, venu lui aussi voir leur père. Après plus de 10 ans sans contact, les deux frères mettent leurs différends de côté et partagent un taxi. Durant le trajet, Régis raconte sa réussite, tandis que Joël masque ses échecs par honte. À leur arrivée, ils découvrent leur tante et plusieurs demi-sœurs. Ils comprennent alors que leur père, toujours instable, a parcouru le monde et eu des enfants avec de nombreuses femmes. Cette révélation explique la différence de couleur de peau entre Régis et Joël. À la vue de ces deux seuls fils réunis, leur père s'illumine. Avant de mourir, il leur annonce qu'ils vont hériter d'un immense trésor. Intrigués et impatients, les frères s'attendent à une fortune. Mais leur déception est totale. L'héritage se résume à un acte d'affranchissement appartenant à leurs ancêtres. Ce document avait été accordé à quelques esclaves en récompense d'un acte exceptionnel, bien avant l'abolition officielle de l'esclavage aux Antilles. Insensibles à sa valeur symbolique, Régis et Joël s'en moquent ouvertement et finissent par le déchirer sous le regard réprobateur de leur tante. Furieuse, la vieille femme décide de leur donner une leçon. Elle leur jette un sort vaudou et les propulse au XVIIe siècle, à une époque où l'esclavage règne encore. Lorsqu'ils reprennent conscience, Régis et Joël se réveillent au milieu d'un champ, vêtus uniquement de leurs habits modernes, perdus dans un monde qui n'est plus le leur. Alors qu'ils essaient de comprendre ce qui leur arrive, un homme noir terrifié traverse le champ en courant. Bientôt, deux chasseurs d'esclaves surgissent et capturent les frères Gros-Désir. Ils sont emmenés au marché et vendus à Monsieur Jourdain, un propriétaire terrien. Joël est confié au champ, sous la coupe d'Henri, un contremaître brutal et profondément raciste, tandis que Régis est envoyé aux cuisines de la maison. Rapidement, ils comprennent qu'ils ont voyagé jusqu'en 1880, à une époque où l'esclavage est encore omniprésent. Le lendemain, les esclaves doivent écouter un prêtre lire une fausse Bible enseignant que les Noirs doivent obéir aux Blancs. Seuls les frères Gros-Désir, capables de lire, refusent de se plier à ces absurdités. Régis surprend même le prêtre en lui lisant un passage du livre. Plus tard, Joël arrive en retard au champ et reçoit un coup d'Henri. Fatigué des humiliations, il tente de s'enfuir, mais heurte un poteau et s'évanouit. Pour sa tentative de fuite, il est fouetté devant tous. Cette même nuit, Régis est convoqué dans le bureau de Monsieur Jourdain. Reconnaissant son intelligence et sa capacité à lire, Jourdain lui accorde le privilège de superviser les autres esclaves aux côtés d'Henri. Pendant ce temps, Joël se fait soigner par Rosalie, une esclave, et il se surprend déjà à ressentir de l'attirance pour elle malgré leur rencontre récente. À un moment opportun, Joël tente d'embrasser Rosalie, mais elle le repousse. Elle lui révèle être amoureuse d'un autre esclave, Isidore, au grand désarroi de Joël. Le lendemain, Régis prend ses nouvelles responsabilités au sérieux et commence à ordonner aux autres esclaves de travailler. Joël, choqué de voir son frère agir comme les Blancs, le critique pour son comportement égoïste. Mais Régis reste loyal à ses nouveaux maîtres et rapporte fidèlement le travail à Monsieur Jourdain. Rapidement, toute la maisonnée découvre que Régis sait lire et se moque de lui. On se demande même s'il peut jouer du piano. Contre toute attente, il s'exécute magnifiquement, mais cela lui vaut un sévère châtiment. À bout,
Régis décide de fuir. Le lendemain, les frères Gros-Désir quittent secrètement la plantation en montant dans la calèche d'un certain Isaac, un juif. À leur arrivée, Isaac révèle qu'il connaissait déjà leur présence. Les frères implorent sa clémence, et à leur surprise, Isaac leur offre hospitalité et protection, conscient lui aussi des discriminations. Bientôt, les hommes de main de M. Jourdain arrivent à la recherche des frères. Avant d'être capturés, Régis et Joël prennent congé d'Isaac et s'échappent par la porte arrière. Ils atteignent le rivage, trouvent un bateau abandonné et mettent le cap sur l'océan. Ironiquement, les frères Gros-Désir croisent un navire transportant des esclaves vers les enchères et se font capturer. Ils se retrouvent finalement au même marché où ils sont rachetés par les hommes de main de Jourdain. Heureusement, sur le chemin du retour vers la plantation, un groupe de nègres marrons vient à leur secours. Ils découvrent que tous les membres de ce groupe étaient autrefois esclaves avant de fuir leur maître. Les frères sont accueillis et participent au chant dirigé par le chef. Mais Régis, marié à une femme blanche, refuse de chanter lorsque les nègres marrons évoquent la vengeance contre les blancs. Furieuse, la tribu se retourne contre eux, mais Régis et Joël parviennent à s'échapper. Le lendemain, ils se retrouvent dans un lieu inconnu et croisent leur tante, responsable du sort qui les a renvoyés dans le temps. Les frères la supplient de lever la malédiction, promettant de tout faire pour y parvenir. D'abord réticente, elle finit par leur donner un indice. Pour revenir au présent, ils doivent retourner à la plantation et réunir leurs ancêtres, Isidore et Rosalie, et corriger l'erreur commise, sans plus de détails. Avant de disparaître, la tante laisse derrière elle sa pipe spéciale et ordonne aux frères Gros-Désir de la fumer une fois leur mission accomplie. Alors qu'ils réfléchissent à la manière de régler la situation, Joël se souvient d'avoir surpris ce qu'il croyait être Isidore avec un autre homme. Il en a même filmé la scène et montre la vidéo à Régis. Convaincu qu'Isidore est homosexuel, il croit à tort que c'est l'erreur qu'ils doivent corriger. De retour à la plantation, ils tentent de négocier avec M. Jourdain pour alléger leur punition, sans succès. Ils se font alors marquer du sigle de la plantation et rentrent dans leur case pour planifier leur stratégie. Pendant ce temps, dans la maison, les Blancs célèbrent le mariage de la fille de Jourdain. Profitant de la distraction, les frères organisent une fête pour les esclaves. Ils dérobent discrètement un fût de rhum pour enivrer les participants et favoriser la romance entre Isidore et Rosalie. Leur plan se complique lorsque Régis surprend Joël en train de céder à son attirance pour Rosalie. Les frères improvisent alors pour rapprocher le couple pendant leur sommeil. Convaincus que leur mission est accomplie, ils pensent pouvoir retourner au présent quand ils le souhaitent. Mais avant de retourner à leurs époques, les frères Gros-Désir décident de se venger des Blancs. Armés, ils pénètrent dans la demeure et humilient les occupants. Joël embrasse la fille de M. Jourdain, tandis que Régis saccage le mobilier et va jusqu'à gifler un homme blanc. Soudain, Henri fait irruption, arme au poing, et les menace. Sans montrer la moindre peur, les frères utilisent la pipe magique. Mais rien ne se produit. La pipe a été remplacée par une simple pipe ordinaire. À cause de leurs actes, ils sont enfermés dans une cage et condamnés à être exécutés le lendemain. Durant la nuit, l'émotion prend le dessus. Régis évoque son mariage qui s'effondre, tandis que Joël avoue être ruiné et sans emploi. À l'aube, Henri les conduit dans le champ où ils doivent être pendus. Mais juste avant l'exécution, Victor, le fils de M. Jourdain, s'enfuit dans la forêt, incapable d'assister à la scène. Rosalie le poursuit et découvre qu'il est tombé dans la rivière. La panique s'empare alors de la famille. Profitant du chaos, Isidore intervient, assomme Henri et libère les frères. Isidore leur ordonne de fuir immédiatement, ce qu'ils font sans hésiter. En s'échappant, les frères Gros-Désir aperçoivent Victor emporté par le courant. Sans réfléchir, ils se jettent dans la rivière déchaînée. Régis découvre alors que Joël ne sait pas nager, rendant le sauvetage encore plus périlleux. Pourtant, contre toute attente, il parvient à sauver à la fois son frère et Victor. Reconnaissant envers ceux qui ont sauvé la vie de son fils, M. Jourdain accepte de les libérer. Il leur remet le même acte d'affranchissement que celui légué par leur père. Mais au lieu de réclamer leur liberté, les frères demandent que le document soit accordé à Isidore et Rosalie. Étonnés, Jourdain accepte malgré tout. Isidore et Rosalie sont enfin libres, mais Régis et Joël ignorent toujours où se trouve la pipe magique censée les ramener à leur époque. Les jours passent, et ils commencent à accepter l'idée qu'ils pourraient rester prisonniers de ce temps à jamais. Un jour, Isidore et Rosalie quittent la plantation, emportant leurs papiers, tandis que les frères les regardent s'éloigner. C'est alors qu'Henri réapparaît et leur ordonne de reprendre le travail. Il sort sa pipe et commence à fumer. En soufflant la fumée à leur visage pour les humilier, il assiste, stupéfait, à leur disparition soudaine. La scène suivante ramène les frères Gros-Désir à l'époque moderne, où leur tante se tient à leur côté.
En la voyant tenir le véritable acte d'affranchissement entre ses mains, Régis et Joël ressentent un profond soulagement. Quelques mois passent. Joël trouve enfin un emploi sur un chantier, même s'il continue de se plaindre de son salaire minimum, qu'il attribue encore au racisme. De son côté, Régis reprend son poste à la mairie. Un jour, alors qu'il s'apprête à quitter son bureau, le maire lui adresse une plaisanterie raciste. Mais Régis n'est plus le même homme. Il lui tient tête sans hésiter avant de partir. Plus tard, Régis et sa femme retrouvent Joël et leur mère dans le salon familial. Tous reconnaissent que cette aventure les a rapprochés. Mais une dispute éclate entre leurs filles et se termine par la déchirure de l'acte d'affranchissement. Le film s'achève tandis que les deux frères se précipitent, affolés, vers leurs enfants.